Bonjour tout le monde, Merci beaucoup. bienvenue Merci. à ce panel animé et présenté par le CEPSEM, qui est le Conseil des entreprises privées en santé et mieux-être. Je me présente, Jean-Frédéric Lafontaine, encore très nouveau président du Conseil des entreprises privées en santé. Pour ceux qui ne le savent pas, qu'est-ce que le CEPSEM? C'est essentiellement le regroupement de toutes les entreprises qui œuvrent dans la santé, essentiellement les prestataires de soins comme les cliniques médicales, les services ambulanciers et tous les autres professionnels de la santé qui exercent dans des cliniques privées. Et on a aussi les entreprises qui sont en soutien avec le système de santé, que ce soit au niveau public ou privé. Donc, les technologies de l'information, l'immobilier pour tout ce qui est résidence personnes âgées et aussi les compagnies pharmaceutiques et les appareils excusez-moi, j'ai le terme anglais, le medical device, là, mes appareils médicaux. Donc, c'est le CEPSEM. Alors, aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir un panel pour discuter de la trajectoire du vieillissement, comment on peut innover pour aider et collaborer ensemble pour aider nos aînés. Et on a comme animateur nul autre que Philippe Voyer, et je vais lire son titre, là, il y a plusieurs titres, mais le plus intéressant, c'est vice-doyen aux études de premier cycle et à la formation continue à la Faculté des sciences infirmières de l'Université Laval. Merci d'être là. Plaisir. Et essentiellement, là, parce que j'ai 5 pages, là, sa feuille de route prend 5 pages là, à Philippe, mais essentiellement, Philippe, c'est une sommité québécoise en matière de vieillissement et en matière d'Alzheimer. Il a travaillé sur plusieurs projets, conseiller les ministères, etc. Merci beaucoup d'être là. Et Philippe va animer nos 4 panélistes, des discussions très intéressantes. Je vais le laisser introduire les panélistes. Mais avant de quitter, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est comme le teaser d'un autre événement. Demain matin, il va y avoir un atelier. Alors, tous les thèmes qui vont sortir de l'expérience, de la discussion d'aujourd'hui, on va les creuser plus en détail, de façon à vraiment être outillé pour améliorer là, la trajectoire du vieillissement. Alors, on vous invite à venir suivre, continuer la discussion demain matin. Alors, Philippe, je te cède la parole. Excellent. Merci beaucoup. Donc, effectivement, soins aux aînés, professeur à l'université avec des étudiants, ça va bien. Animé, je vous dirais que j'ai quasiment une nervosité. Là. C'est vraiment pas dans mes habitudes d'animer. Donc, ça va être ces gens que je vais modérer, ces vedettes et que je vais vous présenter. Donc, premièrement, à ma droite ici, il y a Isabelle Portelance, qui est directrice de soutien à domicile et de la réadaptation des programmes SAPA et DSI, TSA, DP au CIUS de l'Est de l'île de Montréal. Je me suis pris une note également des éléments qui peuvent m'intéresser, entre autres dans ton expérience. Puis peut-être ça explique certaines de tes réalisations. Je vois qu'il y avait vraiment, au début de ta carrière, beaucoup d'implications communautaires. Tout à fait. J'ai trouvé ça intéressant dans ta description. Description complète qui se retrouve là, d'ailleurs dans l'application. On a également le Dr Chantal Guimond, médecin de famille et présidente du réseau Ma Clinique. Donc, médecine d'urgence aussi comme expérience dans le passé, mais élément intéressant, vulgarisatrice scientifique, chercheur en épidémiologie, donc un parcours également en recherche et en sciences, donc intéressant. Peut-être c'est un lien avec votre passion pour les données également que vous recherchez. Exactement. Ensuite, on a M. Carl Veilleux, qui est directeur général Société Emmanuel Grégoire. Lui-ci, un phénomène quand même particulier, parce qu'il est titulaire d'un baccalauréat en génie physique, puis que finalement, il a fait une réorientation de carrière vers la société, justement, cette société-là, qui est un organisme à but non lucratif. C'est un peu un parcours plus rare pour un ingénieur, je dirais. Le génie physique est un parcours un peu particulier pour Un l'ingénieur, peu. point. Là. À partir de là, tout est permis, je pense. Puis après ça, président de l'Association des ressources intermédiaires en hébergement. Donc, puis aussi un intérêt marqué pour le saumon. Là, Le saumon, non, en fait, c'est un organisme qui s'appelle Centre écologique de Port-au-Saumon. OK, je C'est pensais un camp que de c'était la vacances. pêche. Là, j'ai dit... Oui. OK. Ah non, mais c'est correct, ça me permet d'en parler. Centre écologique de Port-au-Saumon, un camp de vacances en sciences naturelles. Si vous avez des enfants qui aiment les sciences, dans la région de Charlevoix, c'est magnifique. Alors, merci pour cette opportunité d'en parler. Magnifique organisme. Un homme fascinant. Vraiment. Par la suite, on a Mme Mélodie Fauché, vice-présidente transformation numérique à CIM Conseil. Et en fait, au cœur, vous, de vos démarches, passionnée d'efficacité dans le secteur de la santé. Je pense qu'on a besoin de passionnés comme ça. Et également un intérêt marqué pour les technologies de l'information en santé. Donc, ce qui fait
un panel là, qui est vraiment intéressant. D'ailleurs, le précédent panel, ou en tout cas conférence que j'ai assisté avec Sylvain Gagnon et compagnie, on parlait beaucoup justement des technologies et d'une vision pour 2040. Dans notre cas, en fait, on a aussi des thématiques qu'on veut parler, mais qu'est-ce qui est au cœur, je vous dirais, dans notre cas, oui, il y a les données, oui, il y a les technologies. En fait, les gens peuvent parler ici de comme ce qu'ils veulent. Il n'y a pas d'interdit. Mais il y a assurément la collaboration, pour nous, qui est au cœur de nos enjeux, de collaboration intersectorielle. Donc, de faire un peu les choses différemment, essayer d'éviter les silos. Je pense que c'est un peu le défi qu'on veut partager avec vous, qu'on pense que ça fait partie des solutions pour la société québécoise. Et justement, bien, ces gens n'ont pas été invités pour rien. Ils ont été invités parce qu'ils ont des réalisations inspirantes, des visions. Puis on va commencer justement peut-être un peu par le passé en disant, bien, est-ce qu'on en a des exemples de où est-ce qu'on s'est mobilisé, on s'est concerté avec des acteurs du public, du communautaire, du privé, pour favoriser une fluidité dans les trajectoires de soins aux aînés. Donc, je commencerai avec toi, Isabelle. Est-ce que tu veux nous partager, je ne sais pas, quelque chose de la santé publique, HLM, les chutes? Il y a plein de choses intéressantes que tu nous as dit, fait que je te céderai la parole. Oui, bien, en fait, c'est vrai que j'ai travaillé au communautaire, donc c'est vrai que j'ai un penchant en partant de collaboration. Dans le communautaire, c'est probablement là que j'ai réussi à développer les projets les plus, je vais dire farfelus, c'est pas farfelu, mais qui sortent de l'ordinaire parce que les moyens, les façons de faire sont moins cadrantes, je dirais. Donc, on a de l'espace pour innover. Dans le réseau de la santé, dans les dernières années, du côté du CIUS de l'Est, on essaie vraiment de travailler en collaboration avec les gens qui sont présents sur le terrain. Est-ce qu'on y arrive toujours? Pas toujours, mais il y a des réalisations super intéressantes qui se font. Par exemple, on a intégré le titre d'emploi de kinésiologue au soutien à domicile. Donc, ça fait très peu de temps. C'est avec la pandémie qu'on a... je dirais, découvert dans le réseau de la santé là, les kinésiologues. Et là, on a maintenant des kinésiologues dans nos équipes au soutien à domicile qui travaillent dans les HLM, les RPA, qui développent des programmes de prévention du déconditionnement pour éviter les chutes, évidemment, tout ça. Donc, ils enseignent, ils donnent des petites formations, ils donnent des programmes aux responsables des RPA ou encore dans les HLM, de sorte qu'on évite les chutes. On travaille donc communautaire, réseau de la santé, nouveau titre d'emploi. Et donc, si malheureusement une personne chute, on a aussi développé avec nos RI en particulier l'utilisation de sièges de levage ou de chaises de levage. Donc, une personne âgée chute. Il y a quelque temps, bien évidemment, on appelait l'ambulance. L'évaluation devait se faire, c'est long avant que l'ambulance puisse venir, puisque ce n'est pas une urgence, évidemment. Donc, la personne âgée restait au sol plusieurs minutes, du personnel à ses côtés, pour finalement être transportée à l'hôpital et revenir peut-être le lendemain ou quelques jours plus tard, un peu déconditionnée, un peu confuse. Donc, on a acheté des chaises de levage. Et maintenant, bien, on fait une évaluation avec le responsable de la ressource intermédiaire. Et si la personne, il n'y a pas de nécessité de le transporter, bien, on utilise cet appareil-là. On a formé les responsables de ressources, relève la personne âgée, l'amène à sa chambre, ce qu'il y a à faire. Et si jamais on a besoin d'une consultation le lendemain, bien, on a accès à des plages de rendez-vous médicaux. Donc, c'est toutes ces petites, je dirais petites, mais grandes collaborations-là qui fait qu'on évite d'amener pour des transports non nécessaires, mais surtout des séjours à l'hôpital ou des séjours prolongés qui déconditionnent. Et puis après, bien, on évite peut-être un hébergement dans un milieu qui est plus encadrant. Dans l'expérience que tu relates comme 2 expériences, la partie, je dirais, kinésiologues qui vont dans des RPA, OK? C'est un des enjeux de collaboration. Hein? Il y a des RPA qui sont très collaboratrices et il y a des CIUS qui sont très collaborateurs. Puis il y a des CIUS qui ne sont pas collaborateurs, qui arrivent comme la police dans des RPA, puis c'est toujours la méfiance, c'est le combat. Puis il y a des RPA qui sont fermés non plus, qui veulent... Bon, mais vous, ça a-tu été un enjeu? Comment vous êtes arrivé à collaborer là, pour amener des kinésiologues dans ce secteur-là?
Bien, en fait, durant la pandémie, vraiment, on rencontrait les RPA et les RI de façon très régulière. Je pense que c'est une collaboration qui est le fait qu'on soit sur le terrain. On a des gens sur le terrain, des infirmières, différents types d'emplois. Les gestionnaires sont quand même très près des responsables. Qu'il n'y a pas eu de zone de tension. Probablement un peu sur le terrain. Moi, je ne les ai pas sentis jusqu'à moi, mais je pense que ça s'est fait assez naturellement. Puis quand tu arrives avec un projet, quelque chose qui est déjà un peu ficelé, moi, je pense que c'est plus facile de le partager puis que les gens l'intègrent. Est-ce que tout le monde l'intègre à 100 % Probablement pas. Il y a encore du travail à faire, mais il faut continuer ensemble. On peut réussir à collaborer. Oui, tout à fait. J'ai une autre question, puis on a le président, en plus de la RIC, qui est là. Qui gère aussi une ressource intermédiaire sur le territoire de madame. Ah, OK. Donc, pesez chacun de vos mots, là, mais on dit on achète de l'équipement qui est disponible dans une RI d'un propriétaire privé. Il n'y a pas quelqu'un dans votre CIUS qui a dit ben là, si on commence à faire ça pour tout le monde, là, ça va coûter cher. Puis là, l'acheter de l'équipement, c'est pas à nous autres. Non, il n'y a pas eu ça? Non, ça n'a pas été si compliqué. Il fallait trouver l'équipement. Ouais. On a travaillé aussi avec le bureau de santé chez nous, parce qu'évidemment, quand on aide quelqu'un à l'aide d'un équipement, on peut éviter aussi des blessures chez notre personnel ou le personnel des RI. Donc, on est vraiment travaillé interdirection aussi pour essayer d'évaluer un appareil qui coûte 5 000 $ à peu près. Ouais. Bien, on évite à peu près 60, là, je vois ma gang, ils vont me dire le vrai chiffre, mais 70 % là, des transports en ambulance. OK, donc très inspirant pour les autres CIUS quand même, là. Très bien. Bien, merci pour l'ouverture à ce point-là. On va aller faire un petit tour auprès de Mme Chantal pour parler de ma clinique. Et ben, vous aussi, je pense que vous innovez un peu dans ces relations-là. Parce que s'il y a quelque chose qui nous fait vivre des grandes frustrations là, majeures pour les gens qui œuvrent en RPA, qui œuvrent en ressources intermédiaires, même en CHSLD, je vous dirais, c'est le problème d'accès aux médecins. Puis qu'on est obligé de transférer des gens dans les urgences pour des choses qui auraient pu être traitées en clinique ou même se déplacer. Puis là, les gens de l'urgence qui appellent et qui disent « Ben voyons, vous êtes-vous une gang d'incompétents? Pourquoi vous les transférez? C'est du niveau 4, ça aurait pu être traité par un médecin. » Je le sais, moi, je ne suis pas capable de parler à un médecin. Donc, vous semblez avoir travaillé à une solution, là. Oui, puis c'est ça, puis c'est pas ça en même temps. Parce que, dans le fond, dans ce que tu dis est vrai. Il y a un énorme problème d'accessibilité, puis je pense que ce problème-là, il est généralisé dans tout le système de santé actuellement. Nous, à Réseau Ma Clinique, on veut le changer, cette accessibilité-là, la rehausser. Puis, au début de notre aventure, qui a débuté hier, en 2017, 1er mai était notre anniversaire, moi, j'ai parti ça avec des collègues comme Dr. Robitaille, qui est ici dans la salle, puis rapidement, on s'est aperçu que les plus vulnérables sont ceux qui ont le moins d'accès, ce qui est un peu ridicule. Les plus vulnérables étant des aînés en perte d'autonomie. Comme médecin de famille, si j'ai un aîné en perte d'autonomie dans ma clientèle, je ne sais même pas qui est transféré en RI, RPA, etc. C'est dramatique. Donc, l'accessibilité est dramatique. Et comment rehausser ça? On s'est dit, il faut que les médecins qui arrivent en médecine familiale aient le goût d'aller dans ces environnements-là. Puis comment leur donner le goût d'y aller? Bien, c'est de créer un environnement qui ressemble à une clinique médicale, un environnement qui ressemble un peu à ce qui est créé dans les CHSLD. Les pharmaciens sont présents, les infirmières sont présentes et tout ça. Puis oui, les équipes SAD, les équipes SAPA sont disponibles pour être l'intermédiaire, mais à nos yeux, c'est imparfait. Fait que ce qu'on a créé avec l'idée de génie de Dr. Robitaille, c'est Ma Clinique mobile. Donc, Ma Clinique, nous, on aime ça, les déterminants, là, les ma puis les nôtres, puis c'est notre genre. Ma Clinique mobile, c'est l'équivalent d'une clinique médicale, mais sans domicile fixe. Puis on s'est dit, c'est quoi une clinique médicale qui se déplace? C'est des infirmières cliniciennes, des infirmières auxiliaires, c'est une adjointe administrative, c'est un pharmacien et un médecin. Mais le médecin va être sollicité pour intervenir dans la situation où sa connaissance différente va apporter quelque chose, mais l'infirmière ou le pharmacien ou le travailleur social ou l'adjoint administratif sont bien meilleurs pour leur champ propre d'expertise. Donc, une équipe menée par des infirmières qui ont à cœur le soin des aînés et qui ont des médecins disponibles et accessibles qui, eux, souhaitent embarquer là-dedans. Parce qu'on ne veut pas se retrouver, malheureusement, là, au Québec actuellement, la moyenne des médecins qui font des visites à domicile ou des visites en RI est trop proche, la moyenne d'âge, de l'âge de ceux
qu'ils s'occupent. Donc, ce qu'il faut, c'est diminuer la moyenne d'âge des gens, médecins, qui s'intéressent à ça. Et pour ça, ben, le cadre de ma clinique mobile fonctionne vraiment très bien. Puis ce qu'on s'aperçoit, c'est que ce qu'il y a comme difficulté, puis je pense que vous le vivez avec plusieurs personnes, c'est que quand ils arrivent dans ces ressources-là, la clientèle n'est pas bien classifiée souvent et le revenu de la ressource dépend de la bonne classification. Mais qui de mieux que l'équipe du CIUS, l'équipe locale de l'ARI, accompagnée d'une équipe médico-nursing hyper engagée pour bien classifier ça, puis que l'argent suive le patient avec ses réels besoins. Donc, un organisme comme, à nos yeux, comme ma clinique mobile, des unités qui pourraient être développées dans plusieurs autres secteurs de la province, est une partie de la solution. Je vais vous poser une question, puis il n'y a pas eu de préparation, donc c'est des questions, on saute en parachute, là, parce que, tu sais, j'ai quand même certaines relations dans le monde médical et il y a beaucoup de désillusions sur la pratique, justement, domicile, RPA, un peu comme vous faites, puis est-ce que vous avez fait, je ne sais pas, œuvre de pauvreté? Êtes-vous une religieuse? Ou parce que, tu sais, il y avait l'aspect de la rémunération qui sort tout le temps, qui me disent, écoute, Philippe, moi, je fais pratique en cabinet, je me déplace pas. Là. C'est tellement, le système de rémunération est tellement mal fait. On a un incitatif à rester en clinique, etc. Là, je comprends, vous avez réussi à trouver une solution quelconque, un passage pour... Bien, je ne veux pas embarquer spécifiquement dans la rémunération, mais ce que je comprends, moi, de ma gang de médecins qui s'impliquent dans cet environnement-là, c'est que le frein à l'implication n'était pas nécessairement le revenu qu'ils recevaient. Si le revenu qu'ils reçoivent est pour un geste médical réel qu'ils ont à appliquer, ils vont en avoir pour les occuper dans toute la journée. Cette notion-là de la rémunération différenciée ne s'applique plus si on s'entoure d'une équipe qui va faire en sorte que nos interventions vont être ciblées, vont être adoucies, vont être plus appropriées à notre champ de pratique. Puis ce qui doit être fait par l'infirmière est fait par l'infirmière, ce qui doit être fait par le pharmacien est fait par le pharmacien, ce qui doit être fait par physio, ergo, kin, autres professionnels va être fait par ces gens-là. Donc, moi, c'est pas ce que j'entends. C'est pas un souci de rémunération, c'est plus d'aller dans une direction où, oui, la pertinence, mais où ils se sentent seuls. Parce que dans le travail au quotidien d'un médecin de famille, en clinique, en CHSLD, à l'hôpital, à l'urgence, comme je l'ai fait pendant des années, on est entouré d'une équipe interdisciplinaire hyper compétente et complémentaire. Puis là, on se retrouve à aller dans une résidence, une ressource où il y a des gens qui sont démunis et on est seul face à ça, ce qui crée un frein à l'intérêt. Les médecins de ma clinique mobile sont accompagnés de leur équipe médicaux, nursing, pharmaco, etc., ce qui fait qu'ils ont une confiance. Puis en plus, leur présence dans les ressources où ils travaillent crée une dynamique hyper intéressante pour ceux qui travaillent localement à la ressource intermédiaire. Ils font de la formation, ils donnent des conseils par rapport aux chutes. Et l'impact, je mets ce que tu disais, Isabelle, tantôt, l'impact sur le transfert vers des milieux de soins, qu'ils soient cliniques médicales ou hospitaliers, est à peu près inexistant pour des problématiques qui, auparavant, devaient être transférées par manque d'accès. Ça ne veut pas dire que les gens ont toujours besoin de parler à un médecin, mais quand ils ont accès à une infirmière qui a accès à un médecin ou à un médecin selon la situation, ça fait une différence qui est énorme. Merci beaucoup. On va aller voir votre monsieur à droite, monsieur Carl. Les RI, ça ne collabore pas vraiment, ça. Hein? C'est un modèle collaboratif. Est-ce que vous avez justement des expériences à succès que vous aimeriez nous partager qui démontrent que le fait d'être en mesure de collaborer intersectoriel, a été au bénéfice finalement des résidents ou peut-être vous avez une autre expérience que vous aimeriez nous partager? En fait, je pense qu'une bonne réponse dans l'axe de votre question, c'est peut-être parler de l'organisme que je gère à titre de directeur général, qui est implanté dans l'Est de Montréal depuis plus de 40 ans. Ce qui nous a mis au monde, c'est des maisons de transition des ex-détenus. On travaillait avec une clientèle JCRZ. On a 3 maisons de transition dans l'Est. On a développé des programmes d'employabilité, puis un Carrefour Jeunesse-Emploi. C'était ça notre secteur d'activité. Puis dans l'évolution des besoins, en fait, comme organisme communautaire, on a toujours une lecture des besoins de la communauté.
Là, je vois Mme Portelance qui hoche la tête. Là. On est enraciné, on a développé des relations avec la population. Puis, au début des années 2000, ce qui est devenu évident pour la population de l'Est de Montréal, c'est qu'il y avait un besoin criant d'hébergement avec soins. À ce moment-là, nous, on a regardé qu'est-ce qu'on était en mesure de faire. Puis, dans nos valeurs d'organismes communautaires et de par la réalité socio-économique de l'Est de Montréal, on voulait trouver un mode d'hébergement avec soins de personnes âgées qui était offert indépendamment de la capacité de payer de l'individu. Puis la ressource intermédiaire s'intégrait super bien dans ce modèle-là. Alors, c'est ce qui a mené, nous, comme organisme communautaire, à ouvrir une première ressource intermédiaire dans l'Est, 52 lits en personnes âgées perte d'autonomie. Donc, je l'amène de cette façon-là, juste pour montrer le côté communautaire. C'est un projet qui a émané de la communauté de l'Est de Montréal pour son territoire. Donc, ça pour répondre vraiment à un besoin spécifique. Excellent. Et dans l'aspect de parler du système judiciaire, ça, y a-t-il une relation entre la ressource intermédiaire et... Non, il n'y en a pas. C'est Okay. vraiment c'est une question qu'on a souvent, là, étonnamment. Ça fait que ce n'est pas nos ex-détenus là, qui font les toilettes partielles, là, vous êtes rassurés. Donc, c'est des clientèles, dans les faits, qui ont des similarités parce qu'ils ont des besoins. Ils sont hébergés dans les deux cas. Ils ont juste des besoins qui sont différents. D'un côté, on a des criminologues. De l'autre côté, on a des préposés aux bénéficiaires puis une équipe médicale qui supporte au quotidien. Là, cette ressource intermédiaire-là, elle existe depuis combien de temps? Depuis 2011. Depuis 2011. Ouais. Parce que c'est un milieu qui demeure quand même hautement compétitif. Les RI, c'est par appel d'offres, il y a différents promoteurs, etc. Vous qui arrivez là-dedans avec votre expérience communautaire, est-ce que vous avez fait des alliances? Comment vous avez fait pour réussir En fait, le projet est né d'une grande discussion, d'une grande collaboration avec notre CIUST, Mme Labbé, je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle, qui était à ce moment-là en charge du volet SAPA. Puis, moi, si j'ai une critique à faire peut-être sur la façon dont se fait les choses maintenant, c'est qu'on est beaucoup dans répondre à un besoin urgent. On lance un appel d'offres qui sort un peu comme une surprise. Hein, personne ne l'attend. Puis là, tout d'un coup, appel d'offres, on a 60 jours pour y répondre. Alors qu'un projet comme le nôtre, nous, ça a pris 2 ans. 2 ans de travail, de collaboration avec l'établissement dans le but de définir quels sont les besoins de la population et comment on va créer un projet qui répond bien à ça. Puis il y a d'autres projets, là, je parle du mien, mais il y en a d'autres. Il y a le Mainbourg qui a une ressource intermédiaire dans l'Est de Montréal aussi. Il y a des appartements, il y a du loyer modique là-dedans. Il y a un paquet de choses là, qui sont intégrées au sein d'un même projet. Puis ça, c'est quelque chose qui est un petit peu perdu. Peut-être, il y a eu toute l'histoire de la commission Charbonneau et tout le reste. Là, fait que là, il ne faut plus donner de traitement privilégié à personne. Mais le communautaire a grandement pâti de tout ça parce qu'on n'a pas la rapidité et la souplesse d'agir aussi vite. Élever des gros montants pour un projet comme ça, pour un organisme communautaire, c'est compliqué. Les partenaires de fonds, les bailleurs de fonds sont beaucoup plus frileux. Donc, il y a quelque chose là qui serait beaucoup à travailler. J'aurais peut-être une dernière petite question qui est au cœur de la collaboration, puis c'est un enjeu là, pour connaître beaucoup de ressources intermédiaires et de propriétaires de ressources intermédiaires. C'est la fameuse classification. Donc, la collaboration, la classification se fait généralement par l'établissement public, le CIUS dans ce cas-là, vous comme propriétaire, et c'est une zone de tension, en tout cas, les gens qui me contactent, c'est une zone de tension assez importante que, d'un côté, on indique que les CIS ou les CIUS là, vont toujours classer à la baisse, puis vous allez toujours dire, ben non, ils sont très, très lourds. Vous, est-ce que vous avez trouvé un moyen? Est-ce qu'il y a une harmonie complète ou ça demeure un enjeu? Bon, c'est sûr, c'est une question lourde parce que je ne me cacherai pas, là, je suis président d'une association qui se positionne contre l'instrument comme il existe en ce moment. Il y a des lacunes importantes dans l'instrument. Je pense qu'il capte très mal beaucoup de choses. Mm-hmm. On a aussi amené un discours financier dans un exercice qui se veut clinique. Puis ça l'a dénaturé. La relation. Puis, je suis tout le temps surpris, je dis ça, puis j'ai des gens d'établissement qui hochent la tête en disant, effectivement, on a constaté la même chose. On est assis autour d'une table pour parler quels sont les besoins de l'usager. Puis là, en arrière, tout le monde calcule ses sous en disant, je vais-tu arriver avec ça? Fait que, ça ne devrait pas se faire de cette façon-là. Donc, peut-être que Mélodie pourrait nous aider, puisqu'elle est passionnée de l'efficacité, de l'efficience. Dans le fond, justement, ton regard que tu portes, toi, en lien avec la valorisation des données pour soutenir une gestion collaborative, est-ce que tu as des exemples, Mélodie, à nous partager dans lesquels tu as participé puis que ça a été justement un levier gagnant? En fait, la clé, c'est vraiment, je pense que c'est un fondement que tout le monde connaît, la bonne information au bon moment,
aux bonnes personnes. Ça s'applique dans tous les secteurs, que ce soit santé, hors santé, public, privé. Puis, dans le réseau de la santé, on en a des systèmes, on en a des tonnes et des tonnes de données. Je pense que le défi, c'est de les organiser de façon intelligente pour être capable de prendre des décisions. Ce qu'on a vu en fait, il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites un peu partout au Québec, on l'a constaté. C'est souvent des initiatives qui viennent du clinique. Ça, c'est vraiment une bonne chose pour essayer d'améliorer la situation. Puis, dans celles qui ressortent plus récemment, c'est la volonté de se mettre ensemble au niveau, je veux dire, à l'intérieur d'un même établissement pour avoir un portrait. Puis, par exemple, on parle à la gestion des lits, on peut parler NSA, par exemple, pour avoir le portrait de la clientèle. Est-ce que pour mieux analyser, est-ce que la trajectoire qui a été suivie par la NSA est la bonne, apporter des correctifs? Donc, il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites à ce niveau-là, au niveau, je veux dire, mise en commun interne. Interne étant le mot-clé. Je peux dire interne au niveau établissement. C'est quand même louable parce qu'on est arrivé à briser nos silos, je veux dire, d'unités de soins ou nos silos à l'intérieur de l'établissement. Donc, on a quand même élargi, mais il reste un pas de plus à faire qui est d'aller vers les partenaires externes. Je pense que le défi plus difficile pour aider dans la collaboration. Puis je pense que la valorisation des données est vraiment peut-être un vecteur qui peut nous amener vers cette collaboration-là, puis à travailler ensemble pour le mieux le mieux-être des patients. On avait un exemple de partage d'informations, en fait, qui sont allés là, au-delà de l'établissement public. C'est au niveau des FRA, qui sont les NSA de l'URFI. Dans le fond, c'est en fait, les gestionnaires saisissent l'information quotidiennement dans un fichier où il y a une partie quand même manuelle, mais dans le fond, c'est l'état de la situation actuelle. Mais on a accompagné en co-construction le client pour automatiser le processus, automatiser la communication qui va jusqu'aux résidences. Donc, à tous les jours, et le portrait est toujours disponible en temps réel. Donc, on a réussi à sortir l'information tout en conservant la confidentialité des données des patients. On y va avec les initiales pour amener l'information, puis le canal est ouvert. Et je pense qu'il faut comme encourager ces initiatives-là pour essayer des choses. C'est imparfait, mais au moins, on a ouvert le canal de communication. Ça a facilité plus que de faire des téléphones à tous les jours, plusieurs fois par jour. C'est quoi le statut? On a un rapport automatisé, les choses sont en ligne. Puis là, on commence à travailler ensemble. Après ça, il y a plein d'autres choses. L'arbre des possibles est vraiment très grand. Mais d'amorcer quelque chose, même s'il est imparfait, je pense que c'est vraiment un pas dans la bonne direction. Le fait d'être entre deux organisations comme ça, bien, pour transmettre les informations, est-ce qu'il y a aussi un échange qui est réciproque d'informations de part et d'autre ou c'est plus d'envoyer des rapports que vous faites? En fait, ça amène ça ouvre la porte à une communication bidirectionnelle, mais il y a des besoins qui sont dans les deux sens. On a parlé des besoins, par exemple, des établissements courte durée de vider, je veux dire, mettre les bons patients au bon endroit, donc je veux dire de vider les lits, mais à l'inverse, il y a des patients qui sont en soins à domicile, qui sont en hébergement, puis quand leurs patients se retrouvent à l'urgence, par exemple, des fois, souvent, ils ne savent pas, ils savent trop tard, ils ont de la misère à les suivre, ils ont de la misère à les ramener. Fait qu'il y a un besoin très fort d'information. Bien sûr. Ça, c'est pas fait encore dans ce que vous... Non, ça, c'est dans la question d'après, celle du futur. Ah, OK. Non, mais j'étais curieux parce qu'en étant dans des projets technologiques d'échange de données, il y a la cyberdéfense, on a tellement d'étapes à passer, c'est un niveau de complexité important. Là, donc, mais si on parle justement, tiens, je vais te donner la parole, quel serait le pas d'après pour favoriser la collaboration entre les différents secteurs, puisque, de toute évidence, on est convaincu, puis même maintenant le ministère, il faut qu'on soit capable de collaborer, les secteurs OBNL, privés, communautaires et publics. Mais donc, comment qu'on... C'est quoi la recette? Hein? Oui. Écoute, je pense que dans un premier temps, là, il y a des super belles initiatives partout. Je vais dire au Québec, là, sûrement, très certainement ailleurs en Amérique du Nord, mais au Québec, on a des super bonnes idées. Je crois qu'il faut vraiment les encourager, ces idées-là, leur donner du levier, soutenir les équipes cliniques qui ont les idées, les aider, sortir, une fois qu'ils ont les idées, les épauler pour sortir les données automatisées. Souvent, ils vont faire ça à la main, téléphone et tout. Fait que dans le fond,
aider à rendre ça automatisé, à rendre ça pérenne. Et puis, une fois qu'on a des initiatives comme ça qui réussissent, bien, une des choses à faire certainement, bien, c'est de parler de la bonne nouvelle, de la diffuser, de partager l'information entre les organisations pour pouvoir... il y a un modèle qui fonctionne à quelque part, il y a des très bonnes chances de fonctionner ailleurs d'une façon similaire, puis il y a tellement d'améliorations à apporter au niveau de l'efficience, de la fluidité, que je pense que chaque petite initiative qui fonctionne mérite d'être communiquée, d'être partagée, d'être mise en commun. De l'autre côté, en fait que je dirais vraiment encourager ces initiatives-là, en parler, puis favoriser la mise en commun. Mais il y a aussi peut-être que la réponse est de mettre en place des comités de coordination formels. Parce que là, ça arrive souvent sur une base d'initiatives personnelles de faire ces liens-là entre les différents partenaires. Puis on parle l'établissement, la santé publique, les ambulanciers, les partenaires communautaires, les résidences, mais d'avoir un endroit formel d'échange d'informations qui se base sur, en fait, les données qu'on arrive à produire pour penser avoir la même vue ensemble, premièrement, des données, mais d'être capable de trouver des solutions communes basées sur celles-ci, puis de là, on va partir. T'sais. On est comme je dirais qu'on est en amorce. Là. Je trouve ça intéressant parce qu'on l'a vécu un petit peu durant la COVID. Durant la pandémie, Oui. on a eu des concertations très fortes. Là. On s'est mobilisé puis on a communiqué comme jamais entre les différentes organisations. Isabelle, est-ce qu'il reste des effets positifs de tout ça, de ces communications-là, de ce réseau qui s'est bâti rapidement là, entre les secteurs? Puis en passant, je pose des questions, mais n'hésitez pas, si vous voulez rebondir sur quelque chose, vous levez la main, je vous donne la parole. N'hésitez pas. Là. Oui, vas-y. Bien, clairement, la pandémie, je pense, nous a permis de voir qu'on pouvait faire autrement. Puis qu'en temps de crise, ben, c'est comme quand quelque chose va mal, on trouve une solution. Quand je vous parlais des chaises de levage tantôt, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on transportait beaucoup de personnes. Et là, il fallait trouver une solution. Et on est arrivé avec la chaise de levage. Donc, la pandémie nous a obligés à se parler, mais les relations sont restées. Est-ce que des fois, c'était tendu? Oui, bien sûr, parce que quand on annonce une nouvelle consigne ou une nouvelle mesure à mettre en place, ça coince un peu. Mais comme on a une relation d'établi, on réussit à défaire les nœuds. Et ces éléments de collaboration-là sont demeurés. Mais est-ce qu'il existe, parce que la pandémie, c'était comme on s'attaque à un virus, là, tout le monde, on le voyait pas, mais on se l'imaginait très clairement. Ça demeure un peu plus abstrait, je pense, pour les gens. Encore aujourd'hui, le vieillissement de la population, les gens qu'on doit soigner, mais est-ce qu'il existe une table intersectorielle avec tous des services communautaires au BNL au 6 de l'Est? À l'Est, on a des tables de quartier. Des tables de quartier. Donc, ils sont là de façon régulière. La santé publique, les différents programmes-services, les organismes communautaires. Le privé, est-ce qu'il est là, le privé? Je ne le sais pas. Participez-vous à des tables comme ça, vous, dans votre région? Pas souvent, mais ce que je trouve intéressant dans tout ce que j'entends, c'est qu'avec une équipe comme ma clinique mobile, qui est à plusieurs CIS ou CIUS, ça permet aussi de considérer une bonne pratique, puisque tu disais, Mélodie, est tout à fait vrai. Pourquoi pas partager la bonne information comme on l'a, quand on l'a, faire en sorte que l'autre groupe va être au courant. Oui, mais le 6, je te dis, Appalaches, quand on propose telle affaire, ça a fonctionné. Pourquoi vous avez des réticences? Oui, mais nous, bien là, parlons-en, puis... Et pourquoi pas, des fois, puis là, je ne veux pas choquer personne, mais pourquoi que le financement des ressources ne serait pas basé sur justement des bons coûts qui sont véhiculés, puis une preuve que si on met tel exercice en place, qui va peut-être nous coûter quelque chose, d'engager une équipe nursing, ma clinique mobile, qui a accès à une équipe médicale qui n'est pas pantoute payée par ça, qui est payée par la RAMQ, parce que c'est le même qu'on est payé, nous, comme médecins, bien, ça coûte quelque chose à cette ressource-là. Mais si on évite tant de transports hospitaliers à toutes les semaines, à tous les mois, tant de problématiques de santé qu'on évite pour les chutes qui sont évitées, de toute évidence, ça coûte moins cher au système. Mais pourquoi cet argent-là ne reviendrait pas à la ressource qui a donc bien fait ses choix d'organisation de soins? Fait que, on est loin de la coupe aux lèvres. Là. Je ne pense pas que c'est demain qu'on va faire ça de cette façon-là, mais c'est probablement plus logique que de se baser sur une échelle qui est imparfaite ou de voir finalement l'aîné et son besoin de santé comme étant au cœur de nos préoccupations. Oui, c'est des milieux de vie qu'on fait, puis on veut qu'ils soient heureux, qu'ils se sentent comme chez eux, mais ultimement, dans ces ressources-là, sont aussi dans un endroit parce qu'ils sont en perte d'autonomie et ils ont une fragilité significative. Donc,
d'en prendre soin, de bien en prendre soin, devrait être au cœur de notre préoccupation. Et ce que j'entends beaucoup depuis le début de la journée, c'est aussi une tentative des fois de se dire on ne dérangera pas le médecin. Le médecin est inaccessible, il est occupé, il n'y en a pas assez. C'est vrai qu'il n'y en a pas assez, c'est vrai qu'il est difficilement accessible, mais il peut être accessible, puis quand il l'est, il va décupler, puis plus que décupler le travail de l'équipe sur place. Les équipes sont contentes de voir le médecin arriver. Il arrive au moment où tout est un peu prédigéré, et tant mieux, parce qu'il va être très efficace. Mais tout l'épisode de soins ou l'épisode de vie de l'usager va être transformé par la présence de cette personne-là au moment opportun. Ce n'est pas absolument essentiel qu'il soit là tout le temps, mais arrêtons d'avoir le discours de « je ne dérange pas le médecin ». Oui, dérangeons-le, mais dérangeons toute l'équipe qui va apporter des soins à l'aîné qui est dans le besoin, parce que c'est un aîné vieillissant. C'est ma mère, c'est ma grand-mère qui se retrouve dans une situation de fragilité extrême. Et c'est de ces gens-là qu'on s'occupe. Je pense que tout le monde sont d'accord de l'importance de chacun de ces acteurs-là, mais ce qui est toujours fascinant, qui reste, même, mettons, la table que vous avez, c'est le fait qu'il y a des acteurs clés qui ne sont pas toujours là. Puis des fois, on dirait toujours, on penserait que c'est le privé puis le public, etc. Mais en même temps, moi, je côtoie des gens des maisons Jules Carle, des sociétés Alzheimer, d'autres organismes communautaires. Puis même entre ceux-ci, il n'y a pas vraiment de concertation, nécessairement de collaboration, de travail synergique. Donc, fait que là, il semble y avoir, je peux me tromper, mais un problème de travail collaboratif dans notre trajectoire entre les différents partenaires. Carl, tu veux ajouter quelque chose? En fait, je te pourrais ajouter, la version initiale de la question était formulée en termes de fluidité. Là, je vois qu'elle a été écrite différemment sur le PowerPoint, là, puis c'est pas grave, mais moi, ça m'avait fait beaucoup réfléchir à la notion de fluidité. Puis une des réactions que j'avais, c'était... Moi, je constate, ou on constate qu'au cours des dernières années, le modèle, puis je vais parler d'hébergement avec soins au Québec parce que c'est ce que je connais le plus, a perdu énormément de cohérence. En fait, moi, je suis encore curieux de m'asseoir avec quelqu'un qui va pouvoir m'expliquer c'est quoi le système d'aiguillage de l'hébergement avec soins au Québec. Maintenant, on est rendu avec des CHSLD, des ressources intermédiaires, des maisons des aînés, des RPA, des NSA en RPA. Il y a des articles 108 qui sont signés à gauche et à droite, des contrats de gré à gré de plein de formes que je n'aurai pas le temps d'énumérer ici. Comment parler de fluidité quand le parcours lui-même n'est plus clair pour personne? Quand on ne sait plus où on s'en va, quand la mécanique fait puissance pour personne, c'est sûr que ça jamme d'un coin. C'est sûr qu'à un moment donné, il y a des embouteillages, puis qu'on ne sait plus, les gens ne sont plus coordonnés dans une même direction. On a plein d'acteurs autour de la table qui ont tous leurs valeurs, qui sont extraordinaires. Les RPA ont leur place, les ARI, les CHSLD. Je ne suis pas contre la vertu des maisons des aînés, je suis juste contre le coût. Okay? Un coup qu'on a dit ça, chacun de ces acteurs-là pourrait se mobiliser dans son rôle, à sa place, dans le but de l'améliorer, cette fluidité-là. Mais là, plus personne ne sait quel rôle ils jouent. Les CHSLD, ils ont des cas trop lourds. Puis là, les ARI, là, on est prêt avec des cas de CHSLD. Là. Ben oui. On parlait de l'instrument en ce moment, tantôt, là, sur les données. On a fait un exercice à l'ARIC. On a regardé les moyennes de cotes des dernières années. Là. Les deux courbes, c'est exactement les mêmes moyennes, pareil. Mais tous les gestionnaires de ressources intermédiaires vont dire que la clientèle s'est alourdie. Donc, on a le même résultat, mais tout ça ensemble fait que la fluidité, on n'est plus capable de travailler dessus parce qu'il n'y a plus de vision d'ensemble. Moi, je pense que ça, c'est la grande priorité. Il faut clarifier ce modèle-là de façon à ce qu'on remette de la cohérence là-dedans. Donc, c'est un peu un des points qu'on voulait discuter aussi, que tu nous amènes habilement, en fait, qui est l'accès aux données pour assurer un portrait commun sur le continuum de soins. J'imagine que Mélodie, toi, ça t'interpelle, cet élément-là d'harmonie, puis d'avoir un portrait, justement, sur un territoire donné ou autre. Oui, je pense que c'est sûr que ça serait l'idéal. Le défi est vraiment grand, mais je pense avec tout ce qu'on a aujourd'hui, les données, les moyens technologiques, l'accès à la technologie, puis on pourrait même ajouter l'intelligence artificielle derrière tout ça. On a ce qu'il faut en main pour y arriver. Il reste à mettre les efforts, mais ça reste à mettre les investissements pour pouvoir faire cette chose qui pourra tous nous aider à voir plus clair. Puis mieux vaut le faire maintenant, parce qu'il y a une vague qui s'en vient, je pense. Oui, il y a une vague, il faut le faire à l'avance. Au sein de la population, je pense qu'on ne peut pas sous-estimer cette vague-là. Donc, comment on va y faire face si déjà on est un peu déstabilisé? Là? Puis je le vois, là, quand vous parliez tantôt, nous, à Québec, on a une ressource intermédiaire avec les gens de Mandala, que je vois qui sont assis ici, Luc est là.
on fait des communications avec les gens du CIUS, de la capitale nationale. On apprécie les rencontres qu'on réussit à avoir, mais c'est pas toujours facile. Puis selon à qui on parle, le discours est pas... Puis pourtant, on a juste comme une petite résidence qui va bien, où on a assez de lits. Imaginez quand la vague des besoins, je pense qu'on parle de 2030 ou 2035 comme cassure, là, où il va y avoir vraiment beaucoup plus grand besoin de résidences pour personnes âgées avec soins comparativement à nos clubs med pour personnes âgées. Oui. Non, c'est fou. On déborde majeur, déjà, là. on sait que ça Ouais. va continuer d'augmenter, on le sait. Là. Puis on est déjà à côté. Là. La fluidité, on n'en a pas dans le moment. Puis l'autre élément de la fluidité, ben, c'est quoi le flot qui s'en vient? Là? Puis on sait que ça va juste augmenter. Puis j'ai l'impression que les mesures qu'on prend, on est souvent dans l'urgence, puis on crée, tu sais, on voudrait creuser une rigole, là, mais nous, ce qu'on fait, c'est des bassins de rétention. On crée des milieux pour mettre un petit peu plus de monde, mais on ne travaille pas sur le chemin pour continuer d'avancer. Action, au lieu d'être en Les amont. données, je veux dire, en prévisibilité, je veux dire, c'est des données, là, je veux dire, c'est actuariel, là, le ministère a tout ça, ou devrait l'avoir. Je pense dans mes notes, j'avais écrit, moi, je prône l'établissement d'un ministère de la donnée pertinente. Là. Je veux dire, pour avoir un ministre de la donnée là, qui fait juste regarder ça puis dire quelles données sont vraiment pertinentes, allons les chercher et rendons-les publiques. Puis tout le monde va pouvoir se mobiliser autour, puis peut-être à la limite voir venir des problématiques parce qu'on n'a pas cet œil-là. Mais il n'y a personne qui voit, mais quelqu'un qui a cette spécialité-là va dire « Hey, regardez donc ça, le taux de diabète des gens, whatever, je ne sais pas c'est quoi, mais la donnée va le regarder, puis il va arriver avec une solution innovante pour ça. » Mais nos données, on va les chercher juste en situation de crise, tout le temps. Isabelle, je pense que tu as ajouté quelque chose là-dessus. Oui, bien en fait, je pense que ce qu'on est en train de dire, c'est qu'il faut poursuivre ce qui est débuté. Il y a quelques années, quand tu travaillais au SAPA, tu travaillais au SAPA. Puis quand tu travaillais en déficience, tu travaillais en déficience. Tu travaillais un petit peu des fois avec des partenaires. Je pense que tu me posais la question, la pandémie. Moi, je pense que la pandémie a défait ces murs-là. Puis l'augmentation de la population, le vieillissement de la population, la vulnérabilité. À Montréal, on voit des phénomènes, des personnes qui n'ont plus de toit, sont sans abri. On ne voyait pas ça de temps il y a quelques années. En tout cas, dans l'est de Montréal, c'était plus au centre-ville. Et là, on en voit beaucoup plus du côté de l'est. Alors, on est face à des réalités qui ne peuvent pas être traitées que par une expertise, une seule direction, un seul organisme. On ne parle pas beaucoup des organismes communautaires qui sont extraordinaires. Ils connaissent le terrain comme personne d'autre et ils ont accès à de la population qui ne veulent pas toujours faire affaire avec le réseau, qui n'ont pas toujours eu des bonnes expériences. Et on n'a pas beaucoup parlé des usagers eux-mêmes et des proches. Il faut leur demander ce qu'ils veulent. Des fois, on leur offre beaucoup de choses. Moi, j'ai des intervenants qui offrent des choses magnifiques. Parfois, la famille refuse ou l'usager refuse, mais on leur a pas. Est-ce qu'on leur a vraiment demandé qu'est-ce qui ferait la différence dans votre vie? J'ai une fois quelqu'un qui a évalué là, avec le super outil. C'était parfait. Il avait besoin, selon l'outil, de 20 heures soins par semaine, de toutes sortes de choses. Et le conjoint de madame, il disait, moi, je veux juste quelqu'un qui va venir faire le ménage puis qui va faire de la nourriture parce que moi, j'en ai jamais fait. Puis le reste, il était capable de le prendre. Le reste s'en occupait. L'intervenant est un peu mal pris avec ça. Et après ça, on a dit, ben là, let's go. Parce que tantôt, Carl, quand tu parlais aussi, la fluidité, les trajectoires, puis personne ne sait quoi faire ou en tout cas où aller, et ainsi de suite. Puis bon, la prévisibilité pour les limites d'hébergement. Puis, je voulais avoir peut-être ton fond de la pensée dans le sens où est-ce qu'il y a comme des modèles différents qui existent. Tu sais, par exemple, si on regarde en Suisse, ils ont un modèle financé par le public, mais qui va beaucoup plus sur l'offre et la demande, je vous dirais. Donc, si on sent qu'il manque de place dans des centres de jour, un organisme communautaire dit, je vais ouvrir un centre de jour parce que je vais avoir du monde, puis parce que je sais que l'assureur public va me donner 150 francs suisses à chaque personne qui va arriver. Donc, il n'y a pas d'appel d'offres, il n'y a pas rien. Là. C'est tous des petits entrepreneurs, organismes communautaires, au BNL, au privé. Un médecin peut s'ouvrir une clinique de chirurgie de la main si ça est tente, tant qu'il y a du monde. Puis donc, ça, c'est un modèle qui va un petit peu, puis ça amène plein de créativité. Moi, j'ai visité des camps de vacances pour les gens Alzheimer. Ils s'adaptent beaucoup à ce qui émerge de leur territoire. Versus un modèle que nous, on est un peu plus, je fais un appel d'offres, je fais une prévisibilité, ça passe par le mécanisme d'accès, puis là, au guichet unique, si tu ne passes pas par là, tu es invisible. Fait que, juste décoder dans ta vision à toi de cet avenir-là, comment tu vois ça pour la fluidité? Y a-t-il un modèle autre qui te plairait davantage? Ou? En fait, c'est sûr que là, on est dans un modèle d'hyper-rigidité.
J'ai parlé de l'émergence de notre première ressource intermédiaire. Nous, on a un projet dans l'Est qu'on essaie de mettre de l'avant depuis plus que 7 ans, qui est une autre ressource intermédiaire, qui est issue encore d'une collaboration avec la communauté, voisins d'une école. On voulait faire une salle de spectacle pour l'école pour amener de l'activité. C'est vraiment un modèle intégré avec la communauté. Mais là, tu essaies d'appliquer ça dans un modèle d'appel d'offres où, nous, ce qu'on veut, c'est des boîtes à chaussures. On en veut 25 bien cordées. Je veux dire, pour de vrai, là, un appel d'offres, là, on se met 2-3 ensemble et on est capable de dessiner à quoi ça va ressembler. Ils vont tous se ressembler. Là. Le nombre d'unités, on sait que ça va être 15 unités par chambre. On a vraiment rigidifié la chose. Mais en même temps, les appels d'offres vont permettre de demander de la climatisation qu'ils ne demandaient pas avant, des bureaux et des places de stationnement. On a de la difficulté. Il faudrait se ramener à qu'est-ce qu'on veut dans les grands principes, puis laisser justement l'innovation, puis choisir les projets en fonction de leur mérite. Parce qu'il y a des beaux projets qui vont émerger. Puis le beau projet de la Gaspésie ne sera pas le beau projet de Montréal, parce que les besoins de la population sont différents. Mais quand on s'en va et qu'on déploie toujours la même chose, les maisons des aînés vont toutes se ressembler, là, parce qu'on fait ça dans l'urgence, tout pareil, toujours la même chose, cookie cooking, là, on coupe exactement de la même façon. Malgré ça, ils vont tous coûter trop cher. Je pense qu'on aurait besoin d'un autre panel de 4 heures pour expliquer tout ça, mais oui, effectivement, il y a quelque chose. Puis le modèle de ressources intermédiaires coûte 3 fois moins cher dans les faits que la maison des aînés. Il y a une question de rôle de l'État aussi. Qu'est-ce que l'État veut faire? Est-ce qu'il veut vraiment gérer un parc immobilier comme il l'a fait avec les CHSLD, les hôpitaux et les écoles? Je veux dire, on n'a pas beaucoup grand succès là-dedans collectivement avec ça. Qu'est-ce qu'on devrait... Il y a le rôle de l'État à revoir, ça c'est clair. Bien, ceux qui étaient à la présentation précédente, c'était intéressant. Luc Maurice disait, est-ce que le système de santé devrait être comme la MAPAC? Dans le fond, il n'est pas un restaurateur, il est capable d'aller visiter plein d'organisations alimentaires pour voir s'ils ont un standard de qualité, etc. Mais contrôle la qualité. Il ne fait pas des restaurants. Non, c'est ça. En tout cas, mais ça, c'est un autre débat, effectivement. Ouais. Ou des normes d'agrément, comme ils ont dans les bureaux. Exactement, mais j'ai trouvé ça intéressant comme analogie. Parce que là, il reste 12 minutes avant de donner la parole au public. Quand même, est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose dans votre secteur d'activité, votre lecture des choses, sur dire, moi, en tout cas, pour que j'en fasse plus, que je participe à une meilleure fluidité, à des meilleurs services pour les personnes âgées, qui soient davantage coordonnés, ma solution, moi, en 3 minutes, c'est ça qu'on devrait faire. T'sais. Donc, je ne sais pas s'il y a des volontaires qui veulent commencer. Moi, je vais y aller en premier. Moi, je pense que la collaboration, comme on l'a décrit depuis le début, est essentielle. Puis la collaboration, il faut la faire parmi, puis c'est ce que tu as dit tantôt, Mélodie, tous les gens intéressés par un sujet, qu'ils soient n'importe où au Québec, s'ils ont accès à une tribune commune pour mettre en communauté leur savoir, nous, à Réseau Ma Clinique, on croit énormément à la communauté de pratique, une communauté de pratique d'individus qui supportent des aînés en perte d'autonomie. Ça devrait exister, ça n'existe pas encore. Une communauté de pratique en première ligne, une communauté de pratique aussi ailleurs. Fait que cette collaboration-là va faire en sorte qu'on va gagner de l'expérience positive et négative de tous au lieu de faire chacun notre propre expérience. Mais êtes-vous en train de me dire que vous pourriez en faire plus? Oui. Si on vous en donne l'occasion? Bien oui, c'est quand même extraordinaire à entendre. Hein? Absolument, tout le monde est débordé. On peut tous en faire plus. Autrement, en fait. Oui. Quand même que tout le monde en ferait plus, on n'en fera toujours pas assez. Ouais. Parce que si on regarde, on en parle tout le temps de la courbe démographique, là, mais je veux dire, elle s'en vient, là, on est dedans, là, puis ça nous prend à peu près 4000 places en hébergement avec soins par année. C'est ce qu'on a créé dans le mandat dans le mandat et demi de la CAQ à peu près, ou un petit peu plus. Là. Fait qu'on a un retard qui s'accentue. Là. Mais votre solution, Carl, pour vous, pour que demain, là, vous travaillez mieux, plus, en collaboration, c'est quoi la solution simple, là, c'est que est-ce qu'on pourrait rendre publiques les planifications par rapport au développement de place. C'est-à-dire, l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans, puis allons-y sur un 10 ans, là, qui dans 5 ans, j'ai besoin de, je ne sais pas moi, 50 places dans l'Est de Montréal. Là, les acteurs communautaires, privés, tout le monde va pouvoir se mobiliser, avoir 5 ans pour penser à son projet, puis on va pouvoir évaluer les meilleurs projets, puis aller de l'avant avec ceux-là. Pas sortir des appels d'offres, comme on sort ça d'un chapeau, là, en disant, j'en ai besoin pour après-demain, c'est l'urgence, ça urge. Ça, je pense, ça, c'est simple, puis ça va juste augmenter la qualité des produits à travers des produits, je dis un produit, mais de l'hébergement à travers. Mais c'est très raisonnable, finalement, comme demande. Là. Je veux dire, mais ça prend un actuaire, un gros calon de café, puis tu l'installes dans un bureau, tu ne sors pas tant que tu n'as pas un spreadsheet Excel. Là. Je veux dire, c'est pas compliqué. Là. C'est bon, ça. Isabelle, toi? Bien, oui, la prévisibilité, c'est quelque chose d'intéressant. Je pense que ça se fait. Maintenant, c'est attaché aux finances. Et là, c'est là que ça devient difficile dans les prochaines années où c'est dur à prévoir ce qu'on aura comme disponibilité financière. Par contre,
Moi, je pense que si on se mettait, tu sais, on disait on travaille ensemble, c'est qu'on ne fait pas ensemble la même chose, mais on le mélange, puis on se dit ce qu'on se fait. Non, on crée une nouvelle façon de travailler. À la limite, ça ne coûte pas plus cher que maintenant. Ça demande juste un petit peu plus de jus de bras puis de jus de cerveau. Autant les organismes communautaires, impliquer des familles, des patients partenaires dans la réflexion, c'est surprenant des fois. Ce que quelqu'un va nous proposer que nous, comme gestionnaires ou comme cliniciens, on y pense pas. Tant qu'on n'accompagne pas un proche, puis on se dit, mon Dieu, c'était si simple, mais c'est si compliqué. Donc, je pense juste à court terme, le temps qu'on ait des données, de la prévisibilité, de la planification à plus long terme, juste de refaire ce point-là, mais de ne pas penser qu'on va chacun arriver avec ce qu'on fait puis qu'on va juste le mêler. Il faut refaire autrement les choses. Puis les organismes communautaires, ils sont mal payés, je le dis. Bien sûr. Non, mais c'est vrai. Ils font des choses, ils ont des professionnels, des gens diplômés, mais ils ne reçoivent pas un financement qui leur permet d'être vraiment complémentaires au réseau. Donc, il y a un roulement de gens qui s'en viennent dans le réseau. On est fort heureux de les accueillir parce qu'on manque de personnel. Mais on est toujours dans ce mouvement-là. Alors, moi, je pense qu'il y a une question plus d'égalité ou d'équité entre les différents types. Juste parenthèse, dans la période pandémique, post-pandémique, nous, comme organisme communautaire, on a perdu 55 de notre personnel au profit de la fonction publique. Absolument. Et après ça, on nous demande de continuer de faire des miracles. Ouais. C'est invivable. Invivable. Mais je retiens quand même un point que tu as mentionné rapidement en entrefilet dans ce que tu viens de mentionner, mais il y a tellement de situations qui se débloquent quand on a des représentants, des résidents ou des patients autour de la table, puis qui sont comme, c'est-tu du corporatif, c'est-tu des intersectoriels, des tensions? Pouvez-vous accoucher du projet? Là, c'est quoi cette perte de temps-là? Parce que des fois, on reste pris un peu dans un environnement politique, si on veut, des différents projets. Mélodie, toi, si tu voulais en faire plus ou la solution pour contribuer, pour nous aider dans notre fluidité, dans nos services, ça serait quoi? C'est sûr, je pense que au niveau des données à plus court terme, de bien comprendre, en fait, d'axer, je vais dire, sortir les données pour aider à prévenir en fait, quand on a des patients qui sont bien placés, qui sont au bon endroit, de prévenir le fait qu'ils aillent moins bien, qu'ils se rendent à l'urgence. Les patients qui sont à domicile, la même chose, qui se rendent à l'urgence inutilement. Donc, tout ce qui peut être d'analyser les informations pour mieux comprendre leurs besoins, assurer le bon suivi pour avoir une plus grande stabilisation. Je pense qu'à court terme, ça peut beaucoup aider. À plus long terme, bien, on a entendu tantôt très bien dans la conférence 2040, il faut se mettre à développer le soin à domicile, puis rapidement, bien, je pense que la donnée va être au cœur, ça va être la même chose. Là. Même si on a des patients à domicile, ils vont pas bien ils vont avoir besoin de services autour, puis quel service, il va falloir tellement bien les choisir parce qu'on va avoir des ressources limitées. Et qu'en ayant la bonne connaissance, ça va nous permettre d'agir intelligemment puis d'être capable d'assurer le suivi et de suivre les ambitions qu'on a avec le soin à domicile. Absolument, merci. Fait que, il nous resterait un 5 minutes 53 secondes. On a notre personne avec le micro ici. Si jamais vous voulez prendre parole, levez la main. On va vous donner la parole justement pour... Ah, voilà, on a une question ici. Bonjour. Bonjour. Je trouve ça super intéressant, tout ce que vous avez dit. Effectivement, moi, je vous écoute et ce qu'on constate au Québec, c'est qu'actuellement, chacun des acteurs, que ce soit les ressources communautaires, privées, le réseau public, on travaille un peu tous en silo. On essaie de s'aligner les uns après les autres dans cette espèce de parcours de vieillissement-là, mais en étant tous en silo. On parle effectivement de données. On essaie de travailler très fort en ce moment à pouvoir un peu sans partager les données, en respectant toujours la loi sur la confidentialité des données, mais on veut pouvoir se partager les données pour être efficace, progresser avec les patients. Je ne sais pas ce que vous pensez à l'idée que ce serait plutôt le patient lui-même qui est porteur de sa propre donnée, un peu à la manière d'un
peut le voir comme un sac à dos, que c'est lui qui est roi et maître. J'ai le carnet de vaccination de mon enfance que j'ai encore à la maison. Bon, c'est en papier, mais on a tous notre carnet de vaccination. Mais c'est moi qui l'ai. Je le possède et je vais le garder toute ma vie. Alors, avec la possibilité de la technologie d'aujourd'hui, est-ce que c'est réaliste de penser justement que chacun des patients, clients, usagers québécois aura son propre dossier patient avec lui et que c'est lui qui est en mesure de pouvoir, s'il le souhaite, donner accès à de partager ces données aux différents intervenants, aux différentes cliniques, aux différentes ressources en cours de route tout au long de son parcours. Éventuellement, ça peut être un proche aidant aussi qui est dans le dossier s'il est mandataire, par exemple, pour pouvoir partager ces données-là afin que chaque intervenant, justement, n'ait pas à toujours recommencer cette même collecte de données éternelle et où il y a beaucoup de perte de temps. J'aimerais savoir ce que vous en pensez de l'idée que la donnée revienne sur le patient plutôt que chacun d'entre nous en tant que prestataire de service. Qu'est-ce que tu en penses de Mélodie, il me semble? Elle dirait que c'est fait pour toi, ce question-là. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il faudrait continuer à s'orienter dans le sens des orientations ministérielles actuelles. On parle beaucoup d'investissements, d'efforts d'énergie qui sont mis en place pour le dossier santé numérique du Québec, par exemple. La façon de faire, on s'en va vers un dossier patient unique. On a déjà des systèmes pleins, les établissements de santé. Je pense que l'interopérabilité, donc l'échange d'informations entre les systèmes, puis la préparation, on a des entrepôts de données gigantesques, il faut juste arriver à les maîtriser un petit peu plus pour produire de la donnée. La donnée, elle est là. Puis, tu sais, dans le fond, oui, le patient peut certainement être celui qui donne accès, qui donne l'autorisation, mais la donnée, elle est très bien, je veux dire, sauvegardée dans les systèmes, des fois trop, parce que les systèmes sont souvent en silo, et c'est ce qui fait qu'à chaque fois, on demande les mêmes informations. Fait que, par en arrière, je crois qu'il y a lieu d'arriver à la même idée, là. Mais j'irais vers les orientations en cours au niveau provincial. Chantal, elle veut dire quelque chose. Puis là, je viens de voir Carl, j'avais cru décoder. Chantal va dire un mot, puis Carl après. Ça va être très court. Je pense que la donnée du patient doit effectivement appartenir au patient. La communication, en attendant que ce soit vrai, parce que si ça arrive, on ne sait pas quand, mais en attendant, il faut communiquer. Si quelqu'un va à l'hôpital, devrait revenir dans sa ressource avec un résumé de ce qui s'est passé. On a accès indirectement trop souvent à l'information, mais il faut toujours bien différencier la donnée individuelle versus la donnée un peu organisationnelle. Puis je pense que le travail qui est important à faire actuellement, qu'on a parlé tantôt, c'est beaucoup aussi de regarder la donnée organisationnelle pour mieux orienter les soins, tout en prenant conscience que la donnée clinique de l'individu, bien oui, d'éviter de la répéter pour qu'elle appartienne au patient, oui, tout à fait. J'avais dans le même sens, là, dire la donnée individuelle, c'est une chose, puis je suis dans le même sens que vous, mais la donnée non nominative, populationnelle, celle-là, à la limite, elle devrait être publique. À partir du moment où on ne peut pas identifier l'individu, là, avoir des données de population sur toutes les je sais pas, toute la population, personnes en haut de 60 ans à Montréal, c'est des données qui sont hyper riches. On fait une demande d'accès à l'information. On fait un exact. Projet, puis là, on l'a facilement. Puis là, ben, l'association des diabétiques peut regarder ça, voir les tendances, puis arriver avec des conclusions, puis des pistes de solutions qui vont être hyper innovantes. En ce moment, c'est hyper compliqué d'avoir de la donnée. Peut-être en lien avec Isabelle, dans le fond, le ministère a annoncé il y a quand même quelques mois, au niveau des soins à domicile, justement, la diminution de la paperasse, l'importance de ne pas refaire les ossements s'il y a des transitions, etc. Je suis curieux de savoir, est-ce que ça se concrétise sur le terrain, ça? Oui? Bien, nous, on était site pilote. OK, vous êtes tous, ça tombe bien. On est dans les 8 établissements qui ont testé. On est en test. Okay. Donc, on a été visités par des gens du ministère, mais ils ont accompagné, dans un premier temps, des intervenants psychosociaux. Donc, vraiment, là, ce n'est pas juste un audit de dossier, là. Ils sont physiquement allés faire des visites à domicile et ce n'étaient pas des cliniciens. Donc, ils étaient vraiment là pour lire et apprécier où étaient les pertes de temps, je dirais, les éléments qui n'étaient pas pertinents. Ils sont arrivés avec plusieurs recommandations, dont de donner beaucoup plus de liberté professionnelle, d'évaluation professionnelle au travailleur social, dans le cas du psychosocial, de dire est-ce que j'ai vraiment besoin de refaire l'OCCI, pour ceux qui la connaissent, vraiment à chaque année, de façon très systématique, de façon à libérer les intervenants de ce temps-là, disons qu'il pouvait parfois être
perçu comme un temps de paperasse non nécessaire pour permettre plus de fluidité, prendre en charge plus de dossiers, donc plus de patients. On l'a fait aussi avec les soins infirmiers. Ils sont venus faire des évaluations aussi pour les ergots. Alors ça, depuis quelques mois, nous, on est à le tester pour les soins infirmiers et les intervenants psychosociaux. Notre liste d'attente a passé de 1300 à 700. Wow. Donc, vraiment, je ne dis pas que c'est le VSAD seulement qui a fait ça, mais c'est un des éléments qui a fait en sorte qu'on a pu diminuer de façon considérable le temps investi dans du temps qui n'était pas direct ou pertinent pour le patient et sa famille. Je pense que ça va vraiment bien conclure sur tellement une bonne note, ce que tu viens de nous partager là, que ça se concrétise et qu'il y a des résultats en plus. Donc, je tiens à remercier nos panélistes pour leur partage d'informations très pertinentes sur les objectifs de notre séance, notre session. Donc, je pense que ça conclurait notre présentation. Donc, je vous remercie beaucoup tout le monde d'avoir assisté. Merci. Merci.